Nous continuons avec le Burkina Faso. Le bilan de l'attaque samedi par des djihadistes de Silgadji, village du nord du Burkina Faso, où des hommes ont été exécutés après avoir été séparés des femmes, s'élève à 39 morts. C'est mercredi que le gouvernement a fait l'annonce. Les opérations de ratissage entreprises dans la zone par les forces de défense et de sécurité FDS ont permis de constater la mort de 39 de nos concitoyens dans cette attaque lâche et barbare. Selon le test du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, une source sécuritaire avait fait état mardi d'un bilan entre 10 et 30 morts et des témoins évoquaient une cinquantaine de morts. De sources sécuritaires, les FDS ont progressé lentement vers le village, craignant que les accès soient minés. Sylvestre, il y a une sorte de curiosité dans ce qui s'est passé. L'attaque a eu lieu samedi et jusqu'à mardi, les autorités de Ouaga ne savaient même pas qu'un village du Burkina avait été attaqué. Oui, c'est là où je disais que nous allons vers l'afghanisation du Burkina Faso. Oui, parce que la manière dont les attaques deviennent beaucoup plus fréquentes et là, le mode opératoire, c'est pourquoi je dis que ce pays est aujourd'hui dans un grand pétrin. Et je ne comprends pas pourquoi les autorités actuelles ne veulent pas toujours composer avec l'ancien système. Le Blaise Compaoré a fait plus de 27 ans, 27 ans au pouvoir. Et on n'a jamais écouté que le Burkina Faso est même menacé par la cellule djihadiste. Or, il y a des pays qui sont là et qui sont souvent victimes des attaques djihadistes. Et j'ai souvent donné le nom donc d'un général, le général Gilbert Diendéré. S'il y a prise d'otages dans le Sahel, c'est ce monsieur-là qui va pour récupérer l'otage. Que ce soit français, c'est-à-dire de toute nationalité, c'est lui qui va les chercher. Ça veut dire que quelque part, le monsieur connaît quand même les rouages donc, de la cellule djihadiste. Il maîtrise la cellule djihadiste. Aujourd'hui, ce monsieur se retrouve en prison. Et ces anciens, du moins si on peut le dire ainsi, ces anciens amis, peut-être frustrés, vont vouloir toujours se faire entendre. Et la manière dont, du moins, les autorités actuelles gèrent le dossier, je me dis que ce n'est pas parce que vous êtes venu au pouvoir et que vous devez tout raser, balayer l'ancien système et dire que vous allez faire avec votre génie. Ceux qui étaient là, la manière dont ils le faisaient et qui a fait que pendant 27 ans, ils n'ont jamais subi une attaque djihadiste sur le territoire, allez leur demander comment est-ce que vous faites. J'ai souvent l'habitude j'aime quand même les Ivoiriens, quand quelqu'un fait quelque chose et que l'autre ne sait pas, il va dire, mon ami, comment toi tu fais? Ça, c'est une marque donc d'humilité et qui te permet également de maîtriser ce que toi, tu n'as pas quand même l'expérience nécessaire donc d'acquérir. Mais vous connaissez aussi en même temps la méthode de Blaise, c'était une sorte de pacte avec ces djihadistes. Si c'est le prix à payer. Allez le faire ailleurs, pas chez moi. Comment est-ce que vous... Voilà, c'est ce qu'il faisait. Maintenant, comment est-ce que... Je me dis qu'au tout début donc, du pouvoir donc, de Roch, de Christian Kaboré, j'ai écouté une fois où ils disent que les gens demandent quand même à être équipés, les gens demandent des moyens financiers, tout ça, et eux, ils ne veulent pas céder. Vous savez, en diplomatie, ce ne sont pas des choses à étaler sur la place publique. Si réellement une cellule djihadiste a approché le gouvernement et qui demande du matériel, qui demande tout ça, peut-être que c'est ce que faisait l'ancien système et là ils étaient quittes. Mais aujourd'hui, vous voulez affronter ces gens-là, vous voulez les neutraliser, vous n'avez pas les moyens pour le faire. Et c'est du moins la population qui en paie le prix. D'accord. Regardez, depuis là, en 2019, on peut aller jusqu'à, si je m'abuse, jusqu'à au moins 300 à 400 personnes tuées. Oui. Ça devient alors, de l'ordinaire. Ici, Credo, est-ce qu'au niveau du Burkina, il y a, j'allais dire, une sorte de banalisation de la situation? Au-delà de la banalisation, je crois que le pouvoir actuel a un ego assez surdimensionné qui fait que ils ne veulent pas comprendre la réalité de l'heure. La réalité de l'heure, Sylvestre le disait, donc le pouvoir de M. Roch Marc Christian Kaboré
c'est un pouvoir assez fragile. Assez fragile parce que le jour où ils ont osé commencer le procès des 2 généraux, je me suis dit, la paix, la sécurité est menacée dans ce pays. Sylvestre l'a dit, le général Diendéré, il faisait partie, ou bien il était le chef des services de renseignement généraux de l'Afrique de l'Ouest. Et il avait de très bonnes amitiés avec, disons, ces djihadistes. Donc, il comprenait leur langage et le langage codé était compris aussi bien des djihadistes là que de monsieur Diendéré. Même chose pour le général Djibril Bassolé. Parce que quand Diendéré entretenait au nom de l'État burkinabé ces troupes djihadistes, donc là, il le faisait en communion avec tout le pouvoir. Ouais. Et là, l'actuel président du Burkina, il le sait parce qu'il était dans le système comparé et il savait comment ça se passait. Maintenant, c'est vrai, vous aviez eu des informations qu'à un certain moment, donné de la vie politico-sécuritaire du côté du Burkina Faso, que les djihadistes auraient demandé à rencontrer dans un premier temps le président qui ne les a pas reçus. Je ne sais pas si finalement il les a reçus pour qu'il puisse lui adresser une série de doléances. Mais il a balayé du revers de la main parce qu'il leur aurait dit que celui qui les entretenait, ils savent là où se trouve cette personne. Mais en même temps, on va continuer pas pactiser avec le crime organisé comme ça dans un État. Non, ce n'est pas une affaire de pacte. Mais est-ce que aujourd'hui la réalité voudrait qu'on tire des conclusions? Est-ce que le pouvoir actuel a les moyens de combattre réellement ces djihadistes? Non, ils n'ont pas le pouvoir. Même si on interroge le commandement du ministère de la Défense, le commandement du ministère de la Défense aussi pose un problème. C'est vrai, Chérif, c'est un confrère à nous. C'est vrai qu'il a la révolution dans le sang. Mais est-ce qu'il peut, n'étant pas, lorsqu'il est un TC, comme ils le disent dans leur langage, un homme en tenue civile, pas un terme en tenue militaire. Donc il y a des limites, il y a, disons, une certaine fragilité dans son action. Et lorsque au sommet de l'État, il n'y a pas cette compréhension d'user de cette diplomatie dont parlait justement Sylvestre, donc ils ne peuvent pas arriver au bout. Et vous verrez que les djihadistes, ce sont des gens, ce sont des sans-fouts à mort. Donc, eux, ils sont là, et donc ils cachent tout sur leur passage. Que vous les tuez, donc c'est comme si ce sont des fourmis maintenant, ils se régénèrent. Et là, ils sont là juste pour vous emmerder. Autant discuter avec ces personnes pour assurer la paix, la quiétude, la sécurité des populations que de jouer aux emblems ou aux oraux et mettre la vie des pauvres populations en péril. Parce que vous aurez remarqué, aucun parent ou bien aucun parent proche des responsables, des dignitaires du régime n'est touché. Ce sont les pauvres populations. Firmin, vous pensez que c'est l'idéal, prendre langue avec ces terroristes-là? Moi, je trouve que c'est la chose la plus normale. Surtout dans ces situations difficiles. Ça vous rappelle un peu les FARC colombiens. Les FARC colombiens qui ont existé, les forces armées révolutionnaires qui ont fait des années dans le maquis. Arrivé à un moment donné, les autorités colombiennes ont compris qu'il fallait négocier, pactiser avec ces FARC-là pour pouvoir libérer les otages. Moi, ça me rappelle un peu l'exemple de Ingrid Betancourt et Clara Roas, qui avait été détenue en 2002. Et en 2008, pendant tout ce temps, et la France et les autorités colombiennes ont dû négocier avec les FARC avant qu'on ne libère ces 2 personnes. C'était le 2 juin 2008, je me rappelle. Donc, c'est une question, la politique est ainsi faite. Il faut des fois des alliances contre nature. On a dû négocier, on a dû pactiser. Donc, ces FARC-là ont exposé un certain nombre d'exigences, de doléances, et les autorités colombiennes et françaises ont dû céder. C'est comme ça, parce que c'est une question de... Oui, mais en même temps, vous parlez des FARC. Ils sont devenus aussi un parti politique. Les FARC arrivent à un moment donné, dit, maintenant les autorités colombiennes leur ont demandé, mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous pouvez devenir parti politique? Et ils ont accepté, aujourd'hui ils sont devenus... Oui, mais vous parlez là des FARC qui, dès le départ, avaient des revendications politiques. Mais là, on est avec des terroristes qui n'ont aucune revendication réelle. Ils veulent installer un État, j'allais dire, terroriste, carrément, où la charia
est le mode d'action. Et ça ne saurait être toléré dans un pays. Regardez par exemple Blaise Compaoré. Bien sûr, les revendications de ces terroristes n'ont jamais changé. Mais c'est une question de revendication, de comment on appelle. Alors, il y a le mot m'échappe. Mais quand ils disent on veut faire ceci, et Blaise Compaoré leur dit maintenant, restez tranquille. Et ils disent qu'est-ce que nous avons en contrepartie? Blaise Compaoré, Blaise Compaoré dit je vous donne des voitures, je vous donne des millions d'euros, je vous donne ceci. Et puis ils acceptent, ils se retardent. Jusqu'à quand? Je pense que c'est comme ça. Ça va être comme ça. Soit vous arrivez, vous allez réussir à les neutraliser. Et là vous êtes qui? Et là vous êtes qui? Vous ne pouvez pas les neutraliser du jour au lendemain. Vous êtes contraint, vous êtes obligé de négocier avec eux quotidiennement. Là, le pouvoir burkinabé est en train de commettre une erreur. Avant qu'on ne dissolve le RSP, on leur avait donné des conseils. Ne dissolvez pas le RSP. Ils n'ont pas écouté. Avant qu'ils ne jugent Djebel et Bassolé, on leur a dit libérez ces généraux. Ils vont vous aider à trouver une solution à cette situation djihadiste. Ils n'ont jamais écouté. Et regardez là où nous sommes arrivés. Mais qu'est-ce que ça coûte au président actuel, Marc-Christian Kaboré, d'aller discuter un peu avec Blaise Compaoré ou de le faire revenir au pays pour qu'ensemble ils puissent trouver une solution. C'est de l'orgueil surdimensionné. D'accord, Sylvestre. Je vais vous donner juste un exemple pour vous montrer quand même le poids donc, de Blaise Compaoré dans la maîtrise donc, de ces cellules djihadistes. Et la Côte d'Ivoire, qui est presque les frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est une frontière presque, ça n'existe presque pas. La Côte d'Ivoire a connu une attaque djihadiste sur son territoire au Grand Bassam. Depuis que le monsieur Blaise Compaoré est arrivé à Côte d'Ivoire, depuis qu'il est à Yamoussoukro, est-ce que vous avez encore écouté une fois une attaque djihadiste sur le sol ivoirien? Vous êtes en train de dire que c'est Blaise qui a la méthode? Je vous dis Blaise a la méthode. Lorsque vous lisez le livre non seulement la méthode, mais Blaise a la recette. À la recette. Blaise a la recette. C'est un militaire. Lorsque vous lisez le livre donc, de Charles Blé Goudé, de l'enfer, je reviendrai, quand il était en prison, à un moment donné, il a raconté une histoire où il y avait un djihadiste en prison. Dans la même cellule. Dans la même cellule, qui disait le mode opératoire, la manière dont ils opèrent. Donc ça veut dire qu'en réalité, ça existe, mais ils n'ont jamais agi. Donc c'est pourquoi je dis que aujourd'hui Blaise a la recette. Il suffit à Christian d'aller voir Blaise. Mon ami, comment tu fais? Je reviens là-dessus. Comment tu as fait pendant des années, ne serait-ce que pour circonscrire, maîtriser ces gens-là? Donnez-moi la recette et allons-y. Mais s'il veut faire à sa tête, il n'a pas les moyens. Je vous dis, c'est la population qui va en partir. Et c'est chaque jour, c'est des millions, donc c'est des centaines donc, de Burkinabés qui en paient le prix et qui meurent gratuitement. Depuis 2015, il y a eu 800 morts dans cette lutte contre 800, c'est trop. Et 600 000 déplacés. Oui, non, mais je voudrais abonder dans le même sens que le confrère Sylvestre, c'est vrai. Donc, la porte de sortie, c'est que l'actuel président prenne langue avec Blaise Compaoré et avec les deux généraux pour essayer de réfléchir sur la question. Il nous en souvient également qu'à un certain moment politique du Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré a exprimé la main tendue. Oui. Ça a main tendue qui a été refoulée. Donc, ça a été la seconde erreur du pouvoir de M. Kaboré, parce ils craignaient la population. Oui, ils craignaient la réaction des acteurs de la société civile, de ceux qui ont fait le mouvement pour qu'eux, ils soient là où ils sont aujourd'hui. Mais je crois, M. Kaboré connaît aussi le fonctionnement, ou bien doit connaître un peu les moyens qui ont toujours été, disons, libérés à ces djihadistes, à ces terroristes, pour qu'ils ne s'expriment pas au Burkina. Parce que M. Kaboré n'est pas n'importe qui. Donc il n'a pas été, disons, pris quelque part. Il a dirigé même l'Assemblée. Donc je crois qu'il a... Le Premier ministre. Oui, donc il a été plusieurs fois président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale. Donc je crois qu'il connaît ces affaires de ces terroristes, de ces djihadistes. Maintenant, s'il veut soulager la population burkinabé, c'est de faire profil bas, de dire nous avons combattu le bon combat, mais on n'a pas achevé la course. Venez nous aider, vous qui avez la recette. Ne nous attend pas. Oui, mais la couronne de gloire est là, mais on ne sait pas à quel coup porter cette couronne de gloire. Oui, mais je crois que c'est l'humilité, parce qu'en politique,
lorsque vous n'avez pas, ou bien vous êtes à bout de force, il faut user de sagesse et d'humilité pour reprendre le dessus. Donc aujourd'hui, lorsque Blaise a exprimé son besoin ou bien sa volonté d'aider à la résolution de ce problème, il a été refoulé comme un chien enragé, et vous aurez remarqué que lorsque sa demande a été rejetée, c'est en ce moment même que l'accentualisation de la menace du... Oui, justement, c'est ça aussi, quand on voit sur la conclusion de Credo, on a l'impression que Blaise en sait quelque chose. Non, Blaise en sait quelque chose. Il maîtrise, Blaise sait exactement tout ce qui se passe. Et Blaise, et Djiro Bassolé, et Gérard Diandéré, ils maîtrisent. Il ne serait pas un peu aussi à la base? Non, je ne pense pas qu'il soit à la base, mais je pense que ce sont peut-être les anciens membres du RSP. Les anciens membres, parce que le RSP c'était une force d'élite très professionnelle qui avait des armes les plus sophistiquées. Quand on avait dissous le mouvement ou le régiment, le lendemain on les avait appelés au Mans, la plupart ont fui. La plupart ont fui avec les armes. Et aujourd'hui, vous imaginez, ce sont des gens qui... Dans l'armée, vous le savez, c'est une question de discipline. Donc, ils ne peuvent peut-être, c'est mon avis, ils ne peuvent jamais accepter être en liberté et voir leur patron en détention. Peut-être ils sont en train de jouer indirectement pour le patron, ils sont en train de lutter pour qu'on puisse se libérer. Leur patron qui est au Burkina est détenu au Burkina Faso, et aussi leur patron qui est en exil, Blaise Compaoré. Ils savent. Leur patron ivoirien. Parce qu'il est devenu ivoirien. Le patron ivoirien. Donc, ils savent exactement. C'est une situation qu'ils ont gérée pendant près de 30 ans. Ils maîtrisent, Blaise Compaoré maîtrise la sous-région, surtout sur le plan sécuritaire. Ils maîtrisent le Nord Mali, ils maîtrisent le Burkina Faso, ils maîtrisent le Togo. Ce sont des gens qui maîtrisent le pays, la sous-région. Donc, on ne peut pas ne pas composer avec eux. Bon, moi, je pense que la solution aujourd'hui, peut-être ça viendrait et du Togo, qui est un pilier du G5 Sahel, parce que le Togo, c'est un pilier. Quand on parle de les 5, géographiquement, on prend les 5 pays, donc c'est le Togo qui soutient. Qui soutient. Donc la solution peut-être viendrait du Togo, parce que le Togo a une armée bien disciplinée, bien professionnelle, dont on a souvent besoin de cette armée sur le plan international. Donc la solution viendrait peut-être du Togo, et les autorités togolaises, surtout sur le plan sécuritaire, pourraient apporter des conseils ou donner des conseils aux autorités burkinabées. Et l'autre chose aussi, c'est le G5 Sahel, parce qu'on ne sait pas à quoi ça joue en fait. Depuis là, ils se sont rencontrés à Pau la dernière fois en France. Ils ont décidé d'avoir un commandement commun. Un commandement commun. L'argent, je me demande si l'argent, des centaines de millions d'euros ou de dollars qui ont été promis, est-ce que cet argent-là est débloqué? À quoi sert cet argent depuis? Ça fait déjà pas de 4 ans que le G5 Sahel a été mis en place. Mais là, finalement, on dit peut-être on n'a pas besoin du G5 Sahel. Parce qu'on n'a jamais dit, peut-être il y a une attaque ici, où il y a une attaque en préparation, et c'est le G5 ou le commandement du G5 Sahel qui est en train, qui a déjoué. On se demande. Oui, mais peut-être qu'ils ne communiquent pas aussi ces attaques déjouées. Vous avez la chaîne internationale, chaque fois on dit il y a telle attaque qui a été déjouée en France, à Bruxelles. Au Burkina, quand ils ont tué aux 80 djihadistes, ils ont montré ça, ils ont brandi cela. Oui, ça c'était une attaque directe et ils se sont défendus. Ah non, vous savez. Mais en même temps, je pense qu'il y a 2 semaines, le pouvoir burkinabé a pris un projet de loi pour intégrer un certain nombre de civils qui vont recevoir une formation en maniement des armes, en discipline militaire et en respect des droits de l'homme, pour être un peu une sorte de bouclier face à ces incursions djihadistes. On peut tenter ça aussi? Vous savez, c'est là où ça devient encore beaucoup plus compliqué. Parce qu'aujourd'hui, les djihadistes savent que même des civils ont des armes. Donc avant de s'apprendre aux militaires, ils vont commencer par les civils. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a déjà des attaques dans les villages. Oui, mais quand tu rentres dans les villages, il n'y a aucune défense, c'est aussi dangereux. Mais justement, combien peuvent protéger un village? Si on parle dans le civil, combien peuvent quand même jouer ce rôle-là? Donc je crois qu'il ne faudrait pas quand même qu'on complique beaucoup plus la situation. Ça ne va pas quand même dissuader ces djihadistes-là.
Sinon, c'est plutôt la population civile qui va beaucoup en partie parce qu'ils se disent que eux aussi ils ont les moyens pour se défendre. Donc en venant, ils viendront donc en nombre et avec des armes ou il y avait des armes, justement il y avait des armes beaucoup plus sophistiquées pour les combattre. Et là c'est vous verrez qu'un bon matin on peut décimer peut-être 40 villages parce qu'ils se disent que eux aussi sont armés contre eux. Voilà. Donc c'est pas la solution en fait. Il y a d'autres créneaux à utiliser pour arriver à bout de non, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de tenter d'être vraiment dangereux. Vous savez, au lendemain de la guerre d'Irak, là, les Américains, on n'a pas assez communiqué sur ça. Les Américains ont pris un certain nombre de civils, des milliers de civils américains, qui ont accepté à suivre, aller au front. Oui, aller au front. Et on n'a jamais communiqué, mais il y a eu des milliers de morts. Parce que le temps de la formation, le temps de la préparation a été tellement court et beaucoup, au nom du patriotisme, à l'époque, avaient accepté d'accompagner les forces armées. Mais parce qu'ils n'étaient pas bien préparés, ils n'étaient pas bien formés, ils n'avaient pas d'expérience, ils sont allés au front et beaucoup sont revenus morts. C'est une situation... Quand tu es revenu là, beaucoup sont morts. ils sont pas revenus. Je comprends. On se comprend. Leur cercueil, c'était des milliers de cercueils qui sont revenus sur la terre américaine. C'est une situation grave. Regardez le niveau élevé des Américains. Et regardez le niveau élevé des Américains et comparé au niveau africain. Vous prenez les civils, peut-être ils ne sont pas doués en la matière, peut-être il y a un autre un certain patriotisme fou, ils acceptent. Ils vont faire un truc de 6 mois. Ils vont faire un truc de 6 mois. Là, on parle même de 2 semaines. Voilà. Regardez, puis. En maniement d'âme. Non, c'est pour les tuer davantage. Et l'autre chose aussi, ça va. Créer une situation d'insécurité beaucoup plus compliquée. Les gens vont beaucoup plus circuler dans le pays. Il y a le banditisme. Le grand banditisme, la criminalité. La criminalité, tout ça là. C'est les gens des armes. Non, je pense que Kabore n'a pas la recette. Il faut qu'il démissionne. Oui. Un bon matin, tout au retour qui arrive. Non, mais moi je crois que ce n'est pas de notre groupe d'appeler le président à démissionner, mais de revoir plutôt sa copie et puis toutes les énergies positives qui pourront l'aider à solutionner, disons, cette question sécuritaire. Il faudrait qu'il soit assez ouvert pour permettre une résolution. Mais je voudrais nuancer aussi, lorsque le confrère parlait de l'appel au secours du Togo, donc il ne faut pas attirer la foudre sur son pays. Je crois que le Togo, si le Togo a un rôle à jouer, c'est beaucoup plus de s'impliquer dans la diplomatie proactive, mais c'est pas parce que les soldats togolais sont forts, sont bien formés, qu'il faut aller chercher la bagarre. Parce qu'une fois que les soldats togolais vont aller les affronter, que ce soit au Burkina ou bien au Mali et autres, là, vous verrez que ils vont s'en prendre à nous. Ils ont même déjà dit, ceux qui étaient allés combattre au Mali, ils ont dit que tous les pays qui ont envoyé des éléments, des contingents, ça veut dire qu'ils sont dans la ligne de mire. Oui, ils sont dans la ligne de mire. Et là, je crois qu'il y a un aspect aussi qu'il ne faudrait pas occulter. Il faudrait interroger les puissances étrangères aussi, qui sont amis de ces groupes de djihadistes-là. Parce que avec l'armement lourd, mais ils ne les fabriquent pas. Mais c'est parce qu'il y a des puissances qui profitent de ça. La déstabilisation d'un pays profite à l'épuisement des richesses en sous-sol de ces pays. Voilà. Alors maintenant, on a tout essayé, hein, et rien ne marche. Il reste au moins au régime, c'est-à-dire au système de Kaboré, de prendre langue avec l'ancien système. Et puis le tour à jouer. Ça, c'est un aveu d'échec. Hein, non, c'est pas un aveu d'échec. Il faudrait pas. Vous savez, lorsqu'il s'agit donc de la gestion d'un État, vous savez, il faudrait quand même utiliser tous les créneaux possibles, ne serait-ce que pour sauver la situation. Blaise Compaoré n'est pas aujourd'hui un paria, avant tout, il reste burkinabé. Même s'il s'est avéré que lui aussi, il a à un moment donné terrorisé sa population, il reste quand même un élément influent de ce pays. Et il a dirigé ce pays pendant des années. Il faudrait quand même lui demander, mon ami, comment toi tu l'as fait? Mais allez le demander. Il peut quand même vous montrer le système. Bon, peut-être que si Blaise Compaoré revient quand même au pays,
mais ses amis, si je dis ses amis, entre guillemets, les djihadistes peuvent quand même dire, bon, l'homme était revenu. Donc, ils peuvent quand même essayer de l'approcher. Les affaires continuent. Voilà. Donc, je crois que... Non, je pense que ce mandat de Kaboré, oui, c'est Kaboré, non? Oui, Kaboré, c'est un mandat d'échec. Déjà? Oui, c'est un mandat. Il a lamentablement échoué. Le Burkina vote cette année aussi. Oui, bien sûr. Donc, et puis, on verra s'il a échoué. Non, écoutez. J'aurais souhaité qu'on parle plutôt d'aveu d'impuissance que d'échec. Voilà. Non, il est impuissant, il a échoué parce que tout le temps. Non, parce que vous savez pourquoi François Hollande n'a pas postulé pour le deuxième mandat? C'est pour deux choses. Tout d'abord, l'affaire Cahuzac pour corruption et aussi le 7 janvier et le 13 novembre. Sous François Hollande, les attaques terroristes se sont multipliées. Et les Français ont dit non, ce monsieur, il est impuissant. Et ce monsieur, écoutez, ce monsieur. Impuissant au sens propre. Hein. Ils sont pour la nuit. Vous voulez parler des jeux? Avec son scooter. Donc, ce monsieur n'a pas la recette pour lutter contre les terroristes. Parce que sous la 5e République, c'est sous lui que les attaques terroristes se sont multipliées. Donc, et au vu de tout ça, François Hollande s'est dit non, je n'ai plus assez de chance pour aller à un second mandat. Si vous permettez, nous partons pour la pause et nous revenons après le journal.